Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même... Je passe la parole à Odette, officier. Alors merci à la Ligue des droits de l'homme, au mouvement de la paix et à la libre pensée de leur invitation. Et ma retrouvaille avec la Ligue des droits de l'homme est d'autant plus émouvante que c'est cette organisation qui mena campagne pendant 6 ans, de 1921 à 1926, pour la réhabilitation des fusiliers du 327e régiment d'infanterie. C'est encore elle aujourd'hui, si longtemps après les faits, qui inlassablement demande la réhabilitation de tous les fusiliers. Et aussi, surtout, la réouverture du dossier des généraux fusilleurs qui ont échappé à toute sanction, notamment Nivelle et Pétain. Pétain, précisément, que de nos jours on présente comme le père du soldat, qui améliora son ordinaire, etc., mais qui en réalité, qui reprend les offensives très meurtrières. Il faut attendre 1917 et les révoltes de milliers de régiments, leur refus de monter au front pour des offensives vouées à l'échec, pour que ces terribles offensives soient ralenties. Les régiments se débandent, marchent sur Paris, vous connaissez, et les soldats ont appris le succès de la Révolution russe, je m'éloigne un petit peu de mon sujet, à la suite du retrait de leur gouvernement du théâtre de la guerre, du côté de la France et de l'Angleterre, et lors de ces révoltes, des généraux vont être abattus. La répression de ces soulèvements de soldats est insidieuse. On fusille moins en 1917 qu'en 1914. On croit quelquefois le contraire. Les soldats sont tellement las de la guerre qu'il aurait fallu en fusiller des centaines. La répression est insidieuse, c'est-à-dire l'état-major arrête en douce les meneurs, on les appelle à l'arrière sous un prétexte et on les arrête sans témoin. Et puis on les fait disparaître en galère dans les bagnes pour des 20 ans de condamnation. On les envoie dans les travaux forcés aux colonies, les familles n'entendent plus parler d'eux. Et la répression est plus individuelle. Ensuite, les offensives contre les troupes allemandes reprennent jusqu'aux négociations de 1918. Et justement, on peut se demander pourquoi 1918. Le but de la France, de l'Angleterre et de leurs alliés était d'écraser l'Allemagne. La France et l'Allemagne auraient pu conclure dès 1916 une paix de compromis. À cette époque, les deux armées sont aussi épuisées l'une que l'autre. Et à l'été 1918, l'entrée dans l'alliance France-Grande-Bretagne et autres des États-Unis, la mise au point en 1918 des tanks et des chars d'assaut permettent l'écrasement définitif des troupes allemandes. À la base de cette guerre, il faut le rappeler, ont joué des nationalismes exacerbés, la question de la restitution par l'Allemagne de l'Alsace-Lorraine, enlevée à la France en 1861, des rivalités économiques et coloniales profondes, et, c'est très important, des nationalismes exacerbés. Alors, comment est venue l'idée de ce livre? De façon curieuse, en parcourant les rues de Tri, pour une autre raison, j'ai relevé au coin d'une rue en haut, une plaque Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même dont plusieurs, dont l'un était un petit-neveu de cet Hubert de Tri. Pour le découvrir, j'ai dû dresser la généalogie des Hubert. Cet Hubert de Rennes savait qu'un de ses grands-oncles avait été fusillé pour l'exemple dans la Marne en 1914. Et ce même Hubert, ce descendant des Hubert, possédait un petit livret daté de 1926 sur les fusillés
Cézanne, et ce livre avait été édité par l'ARAC, Association républicaine des anciens combattants. J'avais donc deux données au départ, la mention dans les procès-verbaux du conseil municipal de Chypre d'une décision municipale de consacrer une rue à Désiré Hubert, qui était dit fusillé innocent. Et ce petit fascicule sur les fusillés de Cézanne en 1914. Cette Hubert faisait partie de ces fusillés. C'était un petit peu de mémoire révélée. Mais il fallait tirer au clair cette affaire et découvrir la vérité, essayer de s'en approcher le plus possible. C'est là qu'on comprend mieux le rôle de l'historien. L'historien doit chercher à reconstruire une mémoire totalement oubliée, une mémoire détruite, et ici d'ailleurs faussée par les éventuelles sources militaires, très peu fiables naturellement dans le cas des fusillés. Et il y a un autre moyen, c'était de rechercher les descendants de témoins résidant dans la marge, près de l'endroit de l'exécution qui était à l'Hôtel du Zé. Il fallait donc reconstruire un drame de la Grande Guerre, puisque Waterloo et ses camarades, abattus le 6 septembre 1914, sont tous innocents. Ils sont tous innocents de l'accusation de désertion alors formulée par leur général de division. 6 des 7 fusillés qui sont de notre région du renseignement, Rennes, Saint-Amand, seul Waterloo était du Pas-de-Calais. Alors, l'histoire est une découverte, et une découverte qui ne va pas de soi du tout. Sur des sujets aussi délicats, des sujets longtemps masqués, d'innombrables obstacles empêchent l'émergence de la vérité. Et pourtant, le but de l'histoire, c'est de trouver la vérité, et c'est aussi de la dire. Alors, voilà. Les obstacles. Eh bien, il y avait des obstacles très grands. Par exemple, les actes de décès des fusillés à l'état civil de leur commune d'origine ne contiennent aucune mention de leur exécution. La question est la suivante. Tués à l'ennemi, aux essarts, pour 3 de 7 fusillés. Carpiot, Clément, Hubert. Deux autres, Barbieux et Delsin, sont dits tués au combat de Corphénix. Vous voyez comme c'est caché. Corphénix, c'est dans la marne. Et pour certains, il y a erreur sur le lieu du décès. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même... Évidemment, le mensonge a continué, sachant qu'il est mort des blessures occasionnées par les salles du peloton d'exécution. Rien n'a jamais été corrigé dans l'état civil. Et c'est pas maintenant qu'on va le corriger. Et le rôle d'un historien, c'est justement de rechercher la vérité et de la dire. Et cette dissimulation est coutumière dans les cas de fusillés. L'autorité militaire fait tout pour que les familles ne sachent pas la vérité. D'ailleurs, les ordres du ministère de la Guerre sont express. Ils recommandent à l'époque aux généraux de n'informer les familles que si elles insistent énormément. Et l'autorité militaire a tout pouvoir. Les victimes le savent. Les victimes qui vont être fusillées le savent. L'une d'entre elles, quelques minutes avant l'exécution, implore un membre du peloton et il lui dit « Après la guerre, tu iras trouver mon frère. Tu lui diras. Tu lui diras que je ne suis pas mort à la guerre, mais que j'ai été assassiné. » On se rend compte à cette requête que les fusillés savent que la mort atroce qui leur est imposée, être tués par ses camarades, va être dissimulée et que leur calvaire même va être nié. Et pourtant, on est
sont informés de la vérité. Le ministère de la Guerre a ordonné au début de la guerre de ne rien dire aux familles. Si elles le veulent, c'est à elles de s'informer de la cause des décès et elles doivent beaucoup insister. Déjà donc, il n'y a rien à attendre de l'état civil. Alors, une autre source, on pourrait dire, les journaux de marche, les JMO, journaux de marche et d'opération, tenus par régiment. Alors, il y a pas mal de journaux de marche, par régiment, par division, par corps d'armée, et tous ces textes sont disponibles aux archives de l'infanterie au fort de Vincennes. Mais ici, il y a si peu, et tout est contrôlé. Il y a un contrôle très étroit qui s'exerce sur leur rédaction. Par exemple, on s'en rend compte, l'avocat Paul Desorbet, c'est un avocat notamment des grandes entreprises à Valenciennes avant 1914, et il est nommé capitaine de la compagnie d'appartenance des fusillés le matin du jour de l'exécution. Et il revient vivant de la guerre. Il n'est pas mêlé à l'exécution, mais il en a eu connaissance. Et il prescrit au majordome chargé de rédiger le journal de marche de la compagnie de ne pas indiquer cette exécution, car il connaît la règle du silence à adopter pour ce genre d'affaires. Tout est donc fait jusque par les titulaires des plus petits grades pour étouffer l'affaire. Par contre, quelles ont été les sources? Les grandes sources ont été la presse de l'époque, nationale et Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même... C'est le Télégramme du Nord, édition du Pas-de-Calais, qui est le plus substantiel. Mais très peu de numéros ont subsisté dans les archives. Donc, les journaux d'information ont rapporté cette exécution de façon favorable aux victimes. Et l'opinion publique à l'époque, lors de la révélation de ce crime, a été littéralement révulsée. Toutes les associations d'anciens combattants, de droite comme de gauche, ont défendu tous les fusillés et ont rejoint les campagnes pour la réhabilitation. Alors, autre source encore, il y avait les dossiers établis par la LDA qui s'est chargée de la réhabilitation des victimes. Il a fallu qu'elle établisse les circonstances, les lieux, la date, les principaux acteurs et exécutants pour que sa demande soit prise en considération par la Cour d'appel de Tours. Et elle a dû faire appel à de nombreux témoins. Bon, alors, elle a demandé tout ce témoin, elle a retrouvé beaucoup de témoins, mais beaucoup de ceux qui ont répondu présents ont demandé et obtenu que leurs identités soient préservées, c'est-à-dire qu'ils restent dans l'anonymat. C'est dans ces dossiers déposés à la PDIC, Bibliothèque de documentation internationale contemporaine de Nanterre, que se trouve le plus intéressant. Alors, les familles, qu'est-ce que vous voulez savoir les familles? Actuellement, on a affaire qu'à des petits-fils ou des petits-neveux, parce qu'il y a plus de 98 ans que les faits se sont déroulés. Alors, il fallait retrouver les descendants éventuels. J'ai donc dressé la généalogie des 7 victimes. Et j'ai eu de longues conversations avec les neveux ou les petits-enfants. Ils ne savaient pas grand-chose. Et leurs parents, parce qu'ils ne savaient pas grand-chose, parce que leurs parents en parlaient peu. On en parlait peu dans les familles. Et à l'époque, dans les familles, on ne parlait pas beaucoup, mais encore moins de ces choses-là. Certains fusillés, en plus, étaient célibataires. Et il faut bien dire qu'abattus en quelques heures, sans autorisation d'écrire à leur famille, à la différence de fusillés de la Seconde Guerre, ils n'ont même pas pu faire parvenir aucune lettre à leur propre. De plus, certains fusillés ont laissé une femme sans enfant. Par exemple, le caporal Capio,
des portraits. Il y a eu 3 cas et quelques documents. 3 cas sur 7 qui avaient des portraits. Mais l'éditeur n'a pas vu de nouvelles portraits si quelqu'un voulait des portraits. Et ils avaient quelques documents, des extraits de presse ou des extraits de pension accordés en 1926 aux descendants. Et ces familles savaient qu'un ancêtre avait été fusillé. Et ce qui est touchant, ce qui est très émouvant, c'est qu'elles avaient souvent cherché la tombe de leurs parents dans les cimetières de la Marne, sans aucun résultat. C'est normal. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Il restait que la trace infamante qui avait frappé leur ancêtre. Cependant, le petit-fils de Waterloo, qui sort indemne de l'exécution, qui fait le mort, etc., disposait de 250 lettres que le soldat adressa à sa famille et, courage extraordinaire, il leur raconta l'exécution dont il avait été victime et témoin. Mais il ne put tout dire, il raconta après. Il est tué en janvier suivant. Il n'a pas pu tout dire, parce qu'il n'a pas pu dire comment il avait été secouru, protégé de toute arrestation et menace de réexécution, parce qu'il pouvait être réexécuté. Ces lettres élude beaucoup de précisions qui compromettaient ses chefs directs, les chefs qui avaient été. Il faut savoir d'ailleurs que sous la Grande Guerre, et même après, il est interdit par le règlement militaire de secourir des fusillés. Un condamné de secourir un fusillé qui est pas mort, qui a été épargné. Un condamné reste un condamné pour très longtemps. Il est interdit de secourir un fusillé sous peine d'encourir la même guerre. La même peine, pardon. Je voudrais parler du Zouave Moulia, qui dut s'exiler jusqu'aux années 1960-70. Alors, le Zouave Moulia, c'est un cas de quelques jours. Il s'agit d'un condamné, qui, grâce à un bombardement, s'enfuit de la grange où il est interné. Alors, il s'enfuit, il traverse la France en se cachant, enfin, tous les procédés possibles, il se cache même dans les roseaux à un moment donné. Et il rejoint son village d'origine dans les Landes, à pied. Alors, c'était dans la région parisienne. Et il doit s'exiler en Espagne de 1917 jusqu'aux années 1970, parce qu'il pouvait être réarrêté. Il est constamment recherché par les gendarmes. Et il doit même se marier en Espagne. Il se cache, il vit dans les bois. Il ne voyage que la nuit pour éviter toute rencontre avec les troupes. Il se cache dans les roseaux de jour. Un livre a été écrit sur son aventure. Voilà, le Zouave Moulia. Alors, donc, le rescapé pouvait très bien être réexécuté. Et puis, il y a eu d'autres pièces et sources. Les dossiers militaires des chefs. Les recherches sur le territoire de la Marne, dans les archives municipales, miraculeusement conservées, du petit village Verdé des Hauts-de-Fer, où les soldats furent abattus et certains provisoirement inhumés. Donc là, c'est grâce à la municipalité de Verdé dont j'ai eu beaucoup d'aide. Mais nous sommes allés sur les lieux grâce à Claude, Marie, qui était tout à fait participant et qui était le guide géographique aussi, parce que moi, je me perds partout. Même pendant les marchés, alors c'est pas possible. Alors, autre source, c'était les registres des nécropoles de la Marne. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile.
Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même parce que tous les hommes ont été multipliés, ont été mobilisés le 1er août. Donc, ils appartiennent, les 7 victimes appartiennent toutes au 327e régiment d'infanterie, le régiment de réservistes formé à partir du 127e. Le 127e, c'est le régiment tactique, le 327e, c'est le régiment de réservistes. C'est un régiment du Nord qui relève, je le dis quand même parce qu'on l'a trouvé, de la 51e division rattachée à la 5e armée. Alors, il est recruté au début, il est envoyé avec sa division à Dinan et Hanté. Je pense qu'il y a. Mais là, il participe très vaillamment aux premières batailles de Belgique, où ils essayent vainement d'arrêter le flot des divisions allemandes. Le danger d'attaque allemande par le Luxembourg et la Belgique, resté neutre, n'a pas été prévu par Joffre. Joffre a fait une erreur. Il a persuadé que les offensives allemandes commenceraient par la Lorraine. De même en 1940, l'offensive allemande reprendra le même chemin. Or, les divisions allemandes envahissant le pays, précisément, les divisions allemandes envahissent le pays précisément par le Luxembourg et la Belgique, qui sont restés neutres. La 5e armée française essaye, avec 4 autres et des troupes anglaises et belges, d'arrêter les colonnes adverses. Et elle participe au combat de Charleroi et Dinan, et elle subit d'énormes pertes. L'artillerie lourde, d'ailleurs, à propos de ces pertes, quelques familles algériennes et marocaines apprennent l'ampleur des pertes subies en Belgique, et elles font tout pour empêcher le recrutement de leurs fils par l'armée française. Mais c'est très difficile de déserter, et je ne sais pas comment a pu faire le grand-père de Bénin pour déserter, mais il a dû avoir de grandes complicités. Par exemple, pour les recrutements, les chefs de village devaient amener les jeunes recrues aux autorités françaises. Ils étaient pris un peu comme otages aussi pour emmener les futurs soldats. Alors, la seule solution avancée par le général de la 5e armée, Larosagne, est de battre en retraite pour éviter la capture de toute cette 5e armée. Celle-ci doit se replier dès le 23 août, à marche forcée, mais en livrant des batailles à Guise, puis à Franqueville, non loin de Saint-Quentin. Et ces batailles sont quand même victorieuses. Il manque beaucoup de cadres, beaucoup de blessés doivent être abandonnés. Et c'est ce qu'on a appelé la grande retraite. Cette grande retraite n'a rien de reposant. L'arrière-garde française doit combattre sans arrêt. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même elle arrive à Barbol, non loin du lieu de l'exécution. Du 30 août au 5 septembre, cette armée a parcouru 200 km entièrement à pied, bien sûr, sans presque de ravitaillement. Le 6, la 51e division de réserve reçoit un ordre, gagner Lachy, un très petit village. Puis le 6, elle est déplacée à côté, à Les Essarts, les Cézannes, à 15 km de Cézanne. Tout ceci se situe à la veille de la première bataille de la Marne. 6 armées anglaises et françaises sont stabilisées au sud d'un affluent de la Marne, le Petit
Timourin. Et la stratégie du haut commandement français est d'obliger les 5 armées allemandes qui leur font face à remonter 50 km au nord en repassant la Marne. Ce mouvement va être obtenu par des batailles acharnées du 6 au 12 septembre, et c'est le 9, pour la première fois depuis le début de la guerre, que les Allemands se replient sur l'Aisne. Alors l'incident survient dans la nuit du 6 au 7 septembre. Il est vraiment mineur. Il n'aurait jamais dû se terminer par une exécution capitale. Que se passe-t-il? Le 327e campe pour la nuit derrière un autre régiment d'infanterie, le 270e, et un groupe de chasseurs à pied. Or, à minuit, 10 obus allemands sont lancés sur ces hommes au repos et non au combat. Le camion allemand lance les obus et puis disparaît après avoir lancé les projectiles. Les soldats du 327e sont réveillés par ceux qui sont en avant, ceux du 270e, et ils sont entraînés. Les deux régiments se mélangent, en plus, et en reculant sur 300 mètres, puis ils reprennent leur position. Ils essayent de reprendre leur position et ils remontent. Et c'est une nuit noire, en plus. Il fait très noir, on ne voit rien. Parmi ceux qui reculent, figurent dégradés. Eux, ils n'auront rien. Ils ne sont pas fusillés. Et ils vont bien en arrière des lignes. Hélas, le général de division dort dans une ferme en arrière des lignes. Il entend des gens qui parlent sur la route proche, et il aperçoit des hommes qui remontent sur cette route. Il en arrête 8 au hasard, en les questionnant. Et ces soldats, très naïfs et confiants, essayent de s'expliquer. Le caporal Gaffio commence une phrase, mais il ne peut pas la terminer. Aucun soldat dans l'armée française, comme dans d'autres, à l'époque, même encore aujourd'hui, ne peut se faire écouter d'un général. Il y a une telle distance entre le haut commandement et le simple soldat que cet espoir est totalement vain. Pourtant, il l'a eu. Moutebourg a très vite compris qu'ils recherchent leur section, leur compte est bon. Il semble qu'en plus, ils ne les préviennent même pas de ses intentions. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même tous se méfient des enfermés. Les visites qu'ils reçoivent, notamment de l'aumônier, qui les rassure, en plus, les laissent partager entre l'inquiétude et l'espoir. Et ils n'ont pas défoncé la porte, et ils n'ont pas essayé de se fuir, ils n'ont pas essayé de fuir. Car en plus, ils n'ont pas été traduits en conseil de guerre. Alors, ils ne savent pas à quoi sentir. Dans la nuit, des démarches sont faites auprès du général, notamment par l'aumônier, mais aussi par le colonel de leur régiment, Verza, à qui l'on a rapporté l'arrestation des hommes, et par le commandant du bataillon dont relève la 21e compagnie. Ils ont été avertis indirectement du projet d'exécution de leurs hommes. Mais le général est inflexible. Il veut une exécution pour l'exemple. Il a aussi sans doute un souci de promotion. Il veut raffermir son autorité et il est réputé pour son autoritarisme au Maroc où il a commandé des troupes coloniales. Et en plus, Verza n'est pas bien vu du général Moutebourg. Ces deux hommes ne s'entendent pas. Il est possible que pour lui nuire et pour le mater, Moutebourg a tapé dans ce régiment-là, qui relève de son propre commandement, mais aussi de celui de Berlin. Alors, pendant ce temps-là, dans la nuit, Moutebourg prépare tout, seul, sans informer personne. Il donne ses ordres
un homme tout-puissant qu'il est. Il dispose en secret tous ses régiments autour de l'endroit prévu pour l'exécution. Et pour y faire parader. Tout est en place à 4h30 du matin. Et il demande l'accord de son supérieur Desforges, et il l'obtient. Desforges n'apprend pas plus. Il ne cherche pas du tout à savoir de quoi il s'agit. Cet accord est obtenu sans la moindre vérification. L'exécution est prête. On voit ici le pouvoir discrétionnaire du général de division, qui jamais sera sérieusement sanctionné. Et s'il avait fallu fusiller tous les soldats qui momentanément ont reculé sous une avalanche de bombes hors des combats, il ne serait resté personne pour les offensives. Et les autres chefs, généraux ou colonels, appelés comme témoins lors du procès, expliquent, lors du procès à réhabilitation, expliquent qu'il arrivait chaque matin des soldats égarés, des soldats en retard. Et dans ce cas-là, lui et d'autres se contentaient de prendre les noms des retardataires. Et voilà, aucun capitaine n'était capable de donner l'effectif exact de sa compagnie, car il manquait toujours des retardataires. Il s'agit ici d'un retard minime, très momentané, au recours, et même pas en position de combat. Alors, les choses ne vont pas se passer comme prévu quand même. Vous devez Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même vie et de mort qui leur est accordée. Ils se contenteront de prendre les noms des retardataires. Boutebourg a été longtemps à la tête de troupes d'Afrique. Il s'est illustré dans la conquête du Maroc. Et il a cette mentalité d'intransigeance. Il est inconscient du changement de nature de la guerre. Parce que la guerre n'est plus une guerre coloniale. Mais c'est une guerre qui mobilise des soldats citoyens. Et le général se sent intouchable. L'exécution va être dramatique. Mais le peloton épargne 3 victimes, 2 sont blessés, l'un aux jambes, l'autre à la poitrine. Et Waterloo, lui, il a la présence d'esprit, malgré cette situation angoissante, il se laisse tomber sans bouger. Il n'est pas touché. Il reste comme ça, empalé, pendant 2 heures. Alors, le coup de grâce n'est pas donné après le départ du général, qui était seul présent avec son état-major. Et le général n'a pas osé faire défiler les troupes convoquées. Alors, l'adjudant demande à ne pas tirer après avoir achevé 2 victimes. Les premiers à placer à droite du groupe. Et Waterloo est le dernier. C'est presque un hasard, enfin, ça ne pouvait pas être prévu. Les premières places à droite du groupe sont et l'adjudant secoue les autres à la demande de son capitaine. Et puis tous se retirent. Le coup de grâce n'a pas été donné. Alors là, il y a aussi des questions qui se posent. La première exception, c'est l'attitude du peloton de 50 hommes qui a détourné les tirs. Et la deuxième exception, c'est l'attitude du capitaine et de l'adjudant qui refusent d'achever les fusillés. Les 2 blessés et Waterloo non touchés lui doivent la vie. Tous ont eu le courage de désobéir. 2 heures après, des secours arrivent, médecins et infirmiers. Les 3 survivants sont évacués dans le plus grand secret par les infirmiers du 270e RI, le régiment fautif, en accord avec leur général. Et si bien que ce qui est vraiment frappant, c'est une chaîne de solidarité qui se met en place silencieusement. Waterloo est pris en charge par le général du même régiment, le 233e RI, pendant 2 jours. Et ce dernier contacte
327e, pour se mettre en accord avec lui. Comment sauver Waterloo? Deux autres médecins militaires évacuent le blessé à la poitrine, Clément, dans un train militaire à destination d'Orléans, et le deuxième blessé à la jambe, Dufour de Saint-Amand. Il faut les évacuer parce que s'ils sont trouvés par des gendarmes, ils seront exécutés, ils seront refusillés. C'est le règlement. Et quand les gendarmes de la 51e DI viennent inspecter les lieux, il ne reste Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même Waterloo n'a pas été atteint, mais il ne sera pas le reste, il ne le sera jamais. Alors, finalement, il faut souligner la désunion et la division parmi les officiers. Montebourg, donc, il a quand même pas mal de monde contre lui en raison de son intransigeance. 2 heures après l'exécution, qui a eu lieu à 7h30 du matin, la division part en opération pour aider à repousser les Allemands hors de la Marne. Waterloo est réintégré dans son régiment. Les fusillés morts sont laissés sur le terrain pendant 2 jours, Montebourg ne faisant procéder à aucun ensevelissement, bien qu'il ait disposé de 2 jours après l'exécution, comme le montre la corvée et les éléments. Alors, les suites. Alors, rien avant 1917. Donc, Waterloo reprend le combat sans aucune apparence. Il est protégé par ce chef général. Alors, pour les suites, rien avant 1917, où, dans une séance extraordinaire de la Chambre réunie en comité secret, un député socialiste du Valenciennois, Henri Dur, révèle le drame qu'il a appris par des lettres de ses électeurs. Hélas, Henri Dur est tué en novembre 1918 à la libération de Valenciennes. Il aurait été intéressant de retrouver ces lettres, mais il n'a pas été possible de retrouver les descendants d'Henri Dur. Voilà. Mais l'État, qui est très compromis dans les affaires d'exécution, est très long à répondre aux demandes de la MDA. Cette dernière, bien informée, initie avec les partis de gauche dès 1921 une campagne pour la réhabilitation de ces fusillés. Elle en défend bien d'autres, comme Chaplan, fusillé en octobre 1914, qui ne sera jamais réhabilité. De même, Gillet, qui ne sera pas rétabli dans son honneur, qui est une notion très importante à l'époque. Les campagnes pour Chaplan et Gillet n'aboutissent pas, les pourvois sont rejetés, et ici les familles de fusillés déclarés innocents, ici les familles pour la faute de Montebourg, sont indemnisées. La faute de Montebourg a été de ne pas traduire en cours martial des victimes qui se sont toutes bien comportées comme soldats irréprochables, et qui se sont laissés arrêter sans révolte. Montebourg comparaît 2 fois devant la cour d'appel de Douai, et déclare ne plus se souvenir. Il n'écope d'aucune condamnation malgré ce crime de guerre, comme l'écrivent la Ligue, les partis de gauche et les anciens combattants. Il a simplement subi un ralentissement de carrière, d'abord au front, comme 33 autres généraux. Il est retiré du front en mai 1915 car il est jugé incompétent, et il est replacé dans le commandement de juridiction militaire, puis il est mis à la retraite. Il a été entendu par une commission d'enquête militaire dont il n'a pas été possible de retrouver le procès-verbal. Il est relevé définitivement de son commandement en mai 1915. Mais il faut souligner la ténacité de la bataille. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile.
Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même réhabilitation plus réelle, plus ancrée dans le présent, sans me trouver à plat. Et la recherche des tombes des filiers m'amène un peu au même constat. Alors, au niveau des tombes, il y a une sorte de réparation à Verdé. Le maire de Verdé a déposé dans le cimetière, à côté du monument aux morts, une plaque portant une inscription rappelant le martyre et l'exécution d'innocents, et avec leur nom, sur le territoire de Verdé. Et donc, on approche de cette célébration du centenaire de la Première Guerre mondiale, et il y a des morts au combat. Il faut bien s'en persuader, il y a des morts au combat, d'innombrables morts au combat, mais il y a aussi ces morts, ceux qui n'auraient jamais dû mourir. Et ils seraient peut-être morts aussi par fait de guerre, probablement, mais enfin, ils ont été exécutés à tort, et en plus par les camarades. Et les morts français sur ordre du haut commandement sont environ 600. À l'époque de leur exécution, dans les moments d'affolement, ils n'ont eu droit à aucune réparation, aucune remise en honneur. Il a fallu attendre la fin de la guerre pour que leur cas soit réexaminé, soutenu par la LDH et par les campagnes d'opinion publique, pour aboutir à une reconnaissance de leur martyrs. Donc merci à tous ceux qui ont œuvré à cette reconnaissance et à la mise à jour de telles choses.